Bonjour à tous, je suis Gaëlle Canicagnan et bienvenue dans Mascoff. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode où vous allez découvrir le parcours d'une réalisatrice de talent. Elle gravite dans l'univers du sport et met en lumière d'une manière assez exceptionnelle les athlètes et leur personnalité. Elle a réalisé des vidéos pour Betclic Elite, l'European League of Football ou encore, plus récemment, la prestigieuse équipe du Paris Saint-Germain. Rien que ça. Et je dis elle, car oui, c'est une femme et c'est même la première femme à inaugurer ce plateau en tant qu'invitée sur Mascoff. Je suis très heureuse d'accueillir Léna Hempel. Salut Léna. Et salut Gaëlle, avec plaisir, merci beaucoup pour l'accueil. Que d'éloges. Tout naturellement, je suis trop ravie de te recevoir, vraiment. Et ça me touche particulièrement parce que vraiment je t'apprécie humainement. Ouais, moi ça aussi, fait un petit moment qu'on se croise, ça fait quoi, 2 ans qu'on se croise sur des terrains de foot US. Ouais, donc, au final ça fait plaisir d'être là et de pouvoir... de pouvoir être dans un Mascoff parce qu'aussi à chaque fois je les voyais passer, je me disais j'aime bien les podcasts et tout, quand est-ce que je peux être dans et un voilà, et t'as découvert le plateau. Voilà, beau plateau. Si tu veux, ce que je te propose, c'est que pour illustrer et témoigner un petit peu l'introduction que je viens de faire, c'est qu'on insère une vidéo de ton travail. Let's go. C'est parti. We play a violent game. A game that requires sacrifice. Do it for the fans. We do it for the glory. We do it for the thrill of the hunt. Clark goes downfield. Ryan Ponga! Touchdown, Ryan Fire! Touchdown, Vienna Vikings! Caught! Reese! Horn! Short of it, wir Baumann used the ball again! Touchdown, Ryan Fire! Goes to the end zone! Touchdown, Ryan Fire! Waouh! Bon, un travail exceptionnel, évidemment. Moi, j'ai l'habitude de voir ton travail. Léna, je vais commencer par une simple question que j'aime bien poser en tout début d'interview. C'est quel était ton rêve quand tu étais jeune? Qu'est-ce que tu rêvais de faire ou de devenir? Ok, waouh. Je rêvais d'être star du rock. Oh! Voilà. Ok. Donc, j'ai commencé assez jeune. Quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à faire de la musique. Et c'était un truc que je voulais faire. Mhm. Et j'ai très vite abandonné ce truc-là en me disant que, en fait, j'allais pas... Que c'était trop difficile que c'était trop difficile d'être star du rock, que c'était surtout... que ça allait me dégoûter de la musique que d'en faire mon métier. Et du coup, au final, j'ai pris un tout autre chemin. Et au final, je pense que surtout, je voulais être artiste. Je rêvais d'être artiste. Et à force de graviter autour de l'art et de faire des choses, je me suis rendu compte que l'art, c'était ce que je voulais faire. Donc, j'ai toujours eu ce truc en moi. Et ça s'est défini avec le temps et en même temps ça s'est élargi aussi avec le temps dans le sens où c'était pas juste faire ce truc-là, c'est faire de l'art qui m'intéresse. Ouais, je comprends pas. Et du coup, c'est ce que tu fais aujourd'hui parce que en tant que réalisatrice, tu crées, tu proposes des œuvres clairement à toutes les personnes qui visionnent ton travail. Donc bravo, t'as réussi à être une artiste. Merci beaucoup. C'est ça. Et en vrai, j'ai réalisé ça il y a peut-être 2-3 ans où ok, je suis artiste. C'est-à-dire que je fais pas juste des vidéos pour faire des vidéos, je fais pas juste de la photo pour faire de la photo, je fais pas juste de la musique pour faire de la musique, tout ça, c'est au service de l'art. Ouais, complètement, parce que l'art, c'est quoi? C'est de passer un message, et clairement, c'est ce que tu fais à travers ton travail, finalement. Oui, c'est ça. Au final, je pense que l'art, pour moi, l'art, c'est l'identité, et c'est exprimer cette identité. Et je pense que j'avais besoin d'exprimer qui j'étais, et en fait, il y a plein de manières différentes que j'ai trouvé de faire ça.
Et l'art, c'était une super manière de faire ça, sachant qu'avant, je ne savais pas forcément parler. Et un moment comme ça, avec un micro et tout, ça m'aurait angoissé de fou. Et en fait, maintenant, je pense que je suis un peu plus complète en tant que personne, mais pendant longtemps, ça a été une manière de m'exprimer de manière beaucoup plus intime et en pouvant réellement dire ce que je ressentais. On va revenir de toute façon sur toute cette partie de comment tu as fait justement pour arriver à là où tu en es aujourd'hui. Léna, tu as grandi où ? Alors, c'est une bonne question. J'ai grandi en France, j'ai grandi à Antony. Okay. Mais si la question, c'est où est-ce que je suis né, alors là, du coup, c'est beaucoup plus technique. Ah, pourquoi ? En fait, la probabilité que je naisse était assez basse, et tout le monde pourrait dire ça, en vrai. Mais du coup, moi, mon père est né à Los Angeles, à Long Beach plus précisément. Okay. Donc voilà. Donc à Los Angeles, il a fait toute sa... Enfin, il a fait jusqu'à ses 17 ans. Il a grandi à Los Angeles. Donc il surfait tous les étés. Il a pris des milliards de coups de soleil. Californian boy, quoi, vraiment. Voilà, c'est ça. Et ensuite, il a fait ses études et il a déménagé à San Francisco. Donc, il a fait ses études en tant que chercheur en biologie. Donc, il a commencé à travailler. Il s'est marié une fois. Il a eu une moustache. Et je dis ça parce que... Qu'est-ce que ça vient faire là, la moustache ? Parce que, en fait, je ne l'ai jamais vu avec une moustache. Donc, tu sais, c'est le truc où c'est une légende, en fait. Il a une moustache et un mulet. Voilà. Ah oui, aussi. Donc, en effet. Et vraiment... voilà, c'était une autre vie. Donc, il s'est marié une première fois. Il a divorcé. Oui. Et quand il avait à peu près 30 ans, il a traversé les États-Unis pour aller se mettre dans l'équivalent de la Creuse des États-Unis, donc en Pennsylvanie, en plein milieu des Amish d'ailleurs. Okay. Et donc il se retrouve là. Et du coup, ma mère, elle, est née à Milan, en Italie. Ses parents ont déménagé à plusieurs endroits dans l'Italie. Ils se sont arrêtés à Rome quand elle avait à peu près 17 ans. Elle a fait ses études de chercheur en biologie. Elle s'est mariée... non, elle s'est pas mariée. Elle a eu une relation longue, par contre, assez intense aussi, jusqu'à à peu près ses 30 ans. Et à un moment, elle s'est séparée et elle est partie d'Italie pour aller se mettre en plein milieu de la Creuse des États-Unis, en Pennsylvanie. Il y avait un laboratoire de biologie là-bas ? Oui, en fait, il y avait un hôpital régional où ils faisaient de la recherche. Ils sont arrivés à 3 semaines d'écart. Et en fait, ils se sont rencontrés, il y a eu un truc, et ils se sont mariés, ils m'ont eu. Et 1 mois et demi plus tard, ils étaient en France. Wow. Pour se rapprocher des parents de ma mère. Oui, incroyable. Et qui, eux, étaient en Italie. Donc, du coup, tu es américaine. Donc, je suis américaine. Je suis à moitié américaine, à moitié italienne. Et j'ai grandi en France. Et oui. Donc, et d'ailleurs, les 3 premières années de ma vie, je les ai passées à Marseille. Donc, j'ai appris le français avec l'accent du Sud. Ah, que tu fais très bien, du coup. Voilà. Okay. J'ai tout perdu en 2 semaines en arrivant à Paris. Ah ouais ? Ouais, quand j'avais 3 ans et demi. T'as voulu gommer ton accent ou bien c'est parti tout seul ? Ah non, même pas. Avant, je disais « et la main, et le peigne » et tout ça. Et puis, mon père m'a dit « en 2 semaines, t'as tout perdu. » Donc vraiment, je pense que j'ai réussi à m'intégrer. Et du coup, tu parlais anglais quand t'étais très jeune, donc... Tu as parlé très vite anglais et italien, j'imagine ? Absolument, oui. Mon père m'a toujours parlé en anglais, ma mère toujours en italien. J'ai toujours parlé en français avec mes amis à l'école et tout. Avec mes frères, je parlais en français aussi parce que c'était la langue des jeux. Oui. Et du coup, à la maison, on démarrait une phrase en anglais, puis ça se terminait en français, puis ça passait en italien. Et alors, comment tu t'intègres à l'école lorsque tu as des parents qui sont issus de cultures... totalement différente puisque tu étais à l'école française. Et t'inquiète pas. Désolé, je suis en train de casser le studio là. C'est rien. J'ai des trop grandes jambes, je sais pas comment faire. Et donc tu t'inscris donc à l'école française, mais avec des parents, un qui parle anglais, un autre parent qui parle italien, et donc qui proviennent de cultures complètement différentes. Est-ce que donc toi tu grandis avec cette culture-là, mais tu intègres une école française, comment ça se passe à ce niveau-là pour toi ? J'ai toujours eu un sentiment d'être chez moi un peu partout et nulle part à la fois. C'est-à-dire que partout où je vais, en fait, je parle plus ou moins la langue, où j'ai les codes culturels au moins de base, mais en même temps, je suis un peu l'étrangère. Si je vais aux États-Unis, je suis la French girl. Si je vais en Italie, pareil, je suis l'américaine italienne.
enfin l'américaine française, pardon. Je suis la meuf qui habite à Paris. En France, ça fait pas trop partie des trucs que je raconte en général, donc les gens savent pas forcément, sachant que j'ai pas d'accent, j'ai grandi en France clairement. et tout. Mais quand je commence à en parler et tout, je suis la meuf, je suis de l'américaine italienne, tu vois. D'accord. Et donc il y a toujours eu ce sentiment de j'ai suffisamment pour m'intégrer en surface, mais il y a certains trucs que j'avais pas. C'est-à-dire et en fait, ça me fait penser à une histoire notamment. Enfin, déjà, en fait, toutes les références, plein de références de pop culture des parents. Typiquement Claude François, c'est un truc que j'ai pas trop, tu vois, mis à part l'ampoule. C'est pas la meilleure partie. C'est exact, c'est ça. J'ai pas France Gall, j'ai pas Mylène Farmer, c'est des noms pour moi. Ouais. Et du coup, à plein de moments, ça crée un peu ce truc où je ne sais pas trop de quoi vous parlez, je me sens un petit peu exclu. Après, globalement, ça a été. Oui. Et après, par contre, sur d'autres aspects, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard en vrai, parce que c'est un peu plus. Notamment une histoire par rapport à un cartable. La fameuse histoire du cartable, mais on pourra revenir à ça plus tard, qui justement là montrait un vrai écart culturel qui, pour le coup, m'a fait souffrir pendant pas mal de temps. D'accord. Mais plus tard dans la discussion. Ouais, aucun souci. Si tu veux, on peut parler de comment ça se passait, ton environnement familial, avec tes parents, avec tes frères aussi. Est-ce que tu avais des parents qui te soutenaient beaucoup quand tu étais enfant par exemple, voilà, tu étais dans une école française et donc avec potentiellement peut-être des difficultés d'intégration. Est-ce que derrière ça, à la maison, quand tu rentrais chez toi, tu ressentais un soutien quand même? Un truc quand même, c'est que le fait d'être américaine-italienne, c'est des nationalités où c'est vu comme stylé en France. Donc ça, j'ai eu une vraie chance là-dessus. Au final, j'ai plus un décalage que des vrais stigmas, tu vois. Donc au final, non. Les États-Unis. C'est clairement trop stylé, oui, bien sûr. Voilà. C'est comme venir de Paris et arriver à New York, c'est très stylé aussi, quoi. C'est exactement ça. Et c'est purement arbitraire. Et ça, pour le coup, j'ai de la chance que ça me soit arrivé comme ça. Et pour ce qui est de mes parents, en fait, mon univers familial, pour le coup, était. Tu sais, chaque personne a un peu ses histoires fondatrices qui expliquent un peu toutes leurs actions plus tard. Et je pense qu'un des trucs qui explique mon caractère, qui est plein d'aspects de mon caractère dont on pourra certainement parler, c'est la manière dont mes parents m'ont élevé, c'est la composition parentale que j'ai eue. Et en fait, je me suis rendu compte récemment, il y a peut-être 1 an, que j'avais un point commun avec certaines personnes qui ont marqué l'histoire moderne, genre, comment il s'appelle, Michael Jordan, Steve Jobs et d'autres. Ouais. Et je me suis rendu compte que j'avais la même composition parentale que eux. Et en fait, mon enfance, du coup, prend beaucoup plus de sens dans ma vie d'adulte maintenant. Et à quel niveau tu t'es rendu compte que tu avais la même composition parentale que... En fait, à chaque fois, dans chaque personne que j'ai pu étudier comme ça, je voyais qu'il y avait une similitude dans le fait où moi, ma mère, par exemple, était extrêmement rigide avec moi. D'accord. Du coup, un peu le stéréotype de la maman italienne en vrai. Ah oui, ok. Donc à la maison, c'est elle qui décide de tout. J'avais pas d'intimité, j'avais pas. Enfin, tu vois, il y avait des clés sur les portes et au bout d'un moment, il y a plus de clés sur la porte. T'as plus le droit de fermer ta porte. Ouais. Et donc très rigide, très dogmatique. Ok. C'est comme ça. Ouais. Et quand tu dis que tu n'avais pas d'intimité, c'est-à-dire que tu n'avais pas de moment à toi, pour toi, quand même, dans ta chambre? J'avais des moments pour moi, sauf qu'à tout moment, ma mère pouvait rentrer et je n'avais pas le droit de fermer la porte. Oui, d'accord. Des choses comme ça. Et en fait, il y a un... et en fait, ma mère a été très, très dure sur beaucoup d'aspects. Pas forcément... Enfin, elle travaillait beaucoup. Et
Et un truc, c'est qu'elle me donnait pas forcément beaucoup de soutien sur des choses qui me tenaient à cœur, comme le sport par exemple. Je rentrais, j'étais rincé, j'avais fait ça du hand quand j'étais ado. Ouais. Je rentrais, j'étais rincé, et mon père lui comprenait, mais ma mère comprenait pas. Mais pourquoi tu te mets dans ces états-là Et puis à l'école, il faut avoir des bonnes notes. En anglais, si j'avais pas 20, c'était nul. Ah oui. Donc ça t'arrivait de ne pas avoir 20? Ah oui, ça m'arrivait. Et c'était quoi la réaction de tes parents à ce moment-là? Ma mère, c'était pourquoi t'as pas 20? Pourquoi 18, c'est pas assez bien. Ouais. Et, Toujours plus, quoi. voilà. Et en fait, du coup, j'ai eu au final, maintenant, je me rends compte que c'est une chance en tant qu'adulte. Et c'était dur dans toute mon enfance. C'est que ma mère m'a jamais vraiment montré de signe de fierté. Elle m'a jamais trop dit je suis fier de toi. En tout cas, je l'ai jamais ressenti. Et du coup, je pense qu'il y a un côté où j'ai besoin de prouver. J'ai toujours un énorme besoin de prouver. Et c'est quand on y pense, c'est une source de motivation intarissable. Parce que j'arriverai jamais à combler ce vide. Et parce que aussi, est-ce que aujourd'hui, tu essayes toujours quelque part de finalement peut-être un jour parvenir à faire en sorte que ta mère te dise qu'elle est fière de toi? Je pense qu'intérieurement, oui. Mais d'un point de vue purement rationnel, je pense que si je deviens présidente du monde, ma mère s'en foutra tout pareil. Et c'est pas grave, c'est OK, c'est son caractère. Son caractère, c'est comme ça. Mais du coup, maintenant, je me rends compte de ce que ça m'a apporté. Et d'un autre côté, mon père, lui, a été extrêmement aimant. Et donc, toujours, lui, pour le coup, il me soutenait dans tout ce que je faisais. Il s'intéressait. Quand je jouais à des jeux vidéo, par exemple, je jouais à Dofus. Et je lui racontais... Je connais pas Dofus. Désolée, j'ai pas la ref. C'est quoi Dofus? Un jeu vidéo trop cool quand j'étais jeune. C'est quoi, sur Mega Drive? Non, pas du tout, sur ordi. Et Okay, en fait, okay. c'était un jeu où t'avais ton personnage et tout. Et j'aimais trop et tu sais, il y a un monde qui est posé, il y a plein de trucs dedans, Et en fait, je lui racontais un peu ce qu'il y avait dedans. Et lui, en vrai, fondamentalement, il s'en foutait. Mais il m'écoutait. Ouais, je vois. Alors que ma mère, c'est... quoi, tu joues aux jeux vidéo? Enfin, même d'ailleurs, tu sais, ce truc classique de... éteins tout de suite, on va manger. Ouais. Et sauf que non, mais maman, je suis en train de jouer à un jeu où je peux pas faire pause. Il n'y avait vraiment pas de considération à tes activités, quelles qu'elles soient, en fait. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et du coup, par contre, mon père, lui, toujours un soutien énorme. Et du coup, ce déséquilibre parental que j'ai retrouvé du coup chez un Michael Jordan, un Steve Jobs, un Napoléon et autres, c'est qu'en fait, avec un parent qui te montre pas de signe d'amour et un autre qui t'en montre énormément, ce que j'ai compris, c'est que ça a énormément baissé mon estime de moi. Donc en gros, comment je me vois et la valeur que je me donne. Mais d'un autre côté, avec mon père qui me donnait énormément d'amour, ça a créé une confiance en moi. C'est-à-dire une confiance dans le futur, dans si je veux faire quelque chose, je vais arriver à le faire. Donc l'un et l'autre sont conjugables. Donc c'est ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que tu peux manquer d'estime de toi, mais avoir une grande confiance en toi, quoi. C'est ça. Okay. Et en fait, ce truc cette conviction que si je passe suffisamment de temps à faire ce truc-là, à faire ce que je veux, en fait, à faire n'importe quoi, je sais que je vais y arriver. Ça va me prendre du temps, ça va prendre le temps qu'il faut, mais je vais y arriver. Et du coup, avec une estime de soi basse et une confiance en soi haute, il y a ce truc où j'ai toujours besoin de prouver, j'ai toujours besoin de faire monter mon estime, et mon estime est fragile en plus. C'est-à-dire que même aujourd'hui, tu vois, c'est un truc où maintenant je suis arrivé à un stade où j'ai suffisamment... je pense que j'ai dépassé un point où je suis bien avec moi et ça, c'est trop bien. Mais j'ai toujours des petits moments comme tout le monde, au final, de perte d'estime de moi, où je me rends... où je questionne un peu ma valeur, tu vois. Et je pense que ces moments sont importants. Tu te dis quoi, justement, dans ces moments où tu es un petit peu en perte d'estime de toi? Maintenant, je me dis, c'est normal, ça fait partie du truc, et si je suis un être humain normal, ce serait pas normal que de ne pas avoir ces trucs-là. Se sentir perdu, c'est normal et c'est important. Et... Je veux dire, le sentiment qui te fait considérer que tu n'as pas d'estime pour toi, c'est quoi ce sentiment? Des moments où je vais peut-être... je saurais même pas te dire... Un sentiment d'impuissance, c'est un truc ou syndrome de l'imposteur. Souvent, il y a beaucoup ça, tu vois. Et notamment, quand tu commences à avoir un petit peu de succès dans ce que tu fais, en fait, j'ai compris aujourd'hui que je ne suis pas la personne compétente
pour juger de mes propres compétences. Je vois. Et ça, tu vois, maintenant, pour beaucoup de choses d'ailleurs. Tu as tendance à te dévaloriser, à dévaloriser ce que tu fais. Tout à fait. Ok. En m'améliorant, je trouve pas que ce que je fais, c'est mieux. Je trouve juste que ce que tout le monde fait, c'est moins bien. Ok. Et du coup, moi, c'est pas forcément mieux, même si c'est des... Enfin, tu vois, genre, au final, j'ai amélioré ma technique en vidéo. C'est des prestats techniques, tu vois. Mais oui, ok, c'est moi, c'est moyen. Sauf qu'en vrai, je sais que c'est pas ça. Et donc maintenant, je m'en remets au jugement des gens. C'est d'accord, bon, bah, vous dites que c'est bien, ça doit être bien, et je vais me fier à ça. Et il y a beaucoup de choses... Ouais, et le travers là-dessus, c'est que si on te dit que c'est pas bien, parce que tu as été victime de commentaires très négatifs au début de ta carrière. Je dirais pas victime, dans le sens où... en tout cas, je l'ai pas ressenti comme étant un truc trop... Ça m'a pas fait mal. Ok. Ça m'a affecté, mais ça m'a pas fait mal. Et, c'est plus... je verrais ça un peu comme tu te prends une baffe. Okay. C'est la première fois que tu as un truc négatif qui arrive dans ta vie... tu te prends une baffe et après tu te rends compte que c'est comme ça. Et souvent c'est ça, c'est ce premier moment où typiquement tu sais, ces moments un peu de crise existentielle où les premières fois où tu te rends compte que tu peux pas que la paix dans le monde ça n'existe pas, ça pourra jamais exister. Ces premiers moments de réalisation ils sont super durs. Et après tu te rends compte que le monde est comme ça, comment je fais pour moi m'insérer dedans. Et là c'est la même chose, c'est les premiers commentaires négatifs que j'ai pu avoir par rapport à mon travail. En plus je suis allé les chercher. Parce que du coup, pour l'anecdote, c'est, je sais pas, les gens doivent certainement connaître Simon, qui est un influenceur basket qui est trop cool, que j'adore, et une vraie source d'inspiration pour moi. Ouais. D'ailleurs, big up à Simon si tu nous regardes. Mais en gros, une grosse source d'inspiration pour moi, parce qu'il a 10 piges de moins que moi et il s'exprime beaucoup mieux que moi. J'adore. Je vois. C'est vrai que c'est toujours très impressionnant ces jeunes là qui nous mettent une claque là en nous montrant qu'ils sont trop ils ont trop d'éloquence quoi. C'est dingue, il est trop fort. Et beaucoup de ma manière de m'exprimer aujourd'hui, je lui dois parce que je l'ai étudié. Quand je trouve une personnalité que je trouve très forte, je l'étudie. Quelqu'un que j'admire sur un truc, je l'étudie, j'en tire les leçons que je peux en tirer et du coup je grandis moi à son contact. Et du coup Simon a eu une vision à un moment, je lui montrais un backstage de moi qui filmait avec la cam mais de manière un peu bizarre comme maintenant les gens commencent à voir mon style, à savoir le résultat et du coup à moins être choqué par ce que c'est, mais quand tu sais pas quel résultat je vais avoir, tu as juste une meuf comme ça là. Et en fait, tu te dis, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait? Et au final, le micro. et en fait, il a vu ça, il a dit attends, montre-moi le rush de ce truc-là. Il est comment? Et du coup, je lui dis le rush, il est éclaté, il est trop nul. Ma manière de filmer, c'est 99% de déchets pour 1% de pépites. Ah ouais. Et là, ça faisait partie des déchets. Okay. Et il est là, c'est trop bien, vas-y, donne-moi ça, je fais un montage. Et d'accord, ok. Et il me dit, je suis sûr que je peux aller taper le million. D'accord, moi je suis là. Ah oui, il est visionnaire. Je connais pas le milieu, je sais pas, 1200 abonnés. Enfin, tu sais, genre vraiment, je ne comprends pas les codes de ce truc-là. Oui, à ce moment-là, tu n'étais pas encore très active sur les réseaux. J'avais 1200 abonnés, je crois. D'accord. Sûrement gagné avec le temps. Aujourd'hui, je précise, mais allez voir les réseaux de Léna, mais c'est incroyable ce qu'elle produit. C'est ce que j'aime chez toi, dans ton profil, c'est que tu produis une qualité de travail, donc dans ton travail de vidéaste, de réalisatrice. Et à côté de ça, tu nous partages ta personnalité, tu vois, ce qui n'est pas forcément courant chez les réalisateurs, vidéastes et tous ces métiers de l'ombre, en fait, tu vois. Et toi, tu nous partages une vraie personnalité et donc on s'attache vraiment à ce que tu fais et on apprécie d'autant plus regarder tes contenus, tu vois. C'est vrai. Donc allez voir les réseaux de Léna, je vous les mets bien sûr. Merci. J'essaie d'être active en story en plus, de raconter un peu plus ma vie et de montrer des trucs. Complètement. Donc à être un peu moins perfectionniste comme j'aurais pu l'être dans le passé. Donc là, je me prends moins la tête. T'as tellement raison, je vais faire une formation avec toi parce que là, moi, j'ai besoin de ça aussi. Enfin bref, on en reparlera après. Ouais, se lâcher prise, j'ai du mal, moi. Ok. En story. On pourra en parler juste après. Ouais. Mais d'abord, terminons sur Simon. Ouais. Et du coup, en fait, il a fait un montage et il m'a dit, tu vas en prendre plein la gueule. Ça va taper le million, mais tu vas en prendre plein la gueule. Tu vas avoir des commentaires négatifs. Est-ce que c'est OK? Et moi, je suis là en mode
let's go, c'est par où? Et en fait, comme je suis du genre joueuse, vas-y, c'est parti. Publie ça. Et en fait, la vidéo, elle a fait 1,5 million de vues, 1,4, un truc comme ça. Ah un ouais, truc donc énorme. il avait raison. Quoi. Ouais, et il avait raison de fou tout du long. Il y a eu plein de commentaires négatifs de c'est éclaté, c'est trop nul. J'ai même eu un commentaire bien misogyne. On dit pas caméraman pour rien. Celui-là, oh là là, il m'a fait rire. Ah ouais, finesse. Celui-là, c'est peut-être celui qui m'a le plus marqué, tu vois. T'en as plein, c'est éclaté, machin. Mais bon, et du coup, mais j'ai bien aimé parce que, en fait, juste tu creuses ton propre. Ça te sert de moteur aussi, hein. Tu te dis, ok. Oui, bah sur le moment, en plus, les premières claques, les premières fois, c'est genre, attends, je suis nul, c'est-à-dire, mais en fait. Je sais que moi, c'est juste une mise en scène, que je suis pas nul. Donc, en fait, ils attaquent ce que je représente pour eux à ce moment-là. Et du coup, j'ai réussi à prendre de la distance et je me suis mis comme défi. Je vais répondre à ces commentaires. Enfin, tous ceux où je peux répondre, je réponds avec répartie. Et je travaille ma répartie. Et la logique, je l'avais pas encore complètement développée à ce moment-là. Mais c'est, si je travaille ma répartie en commentaire avec des trucs qui n'ont pas d'influence, enfin tu sais, t'as pas d'incidence, je vais te répondre, on s'en fout, demain on est passé à autre chose. Si je m'entraîne à ça, le jour où j'ai quelqu'un en face de moi qui lui va me manquer de respect vraiment, bah c'est bon, j'ai déjà vu ce que t'as fait, donc je sais déjà quelle réponse je peux te donner. J'ai même un panel comme ça, et en fait du coup bah de la même manière, j'ai fait une autre vidéo récemment qui a plutôt bien marché sur comment pour raconter ce truc là, et j'ai eu plein de commentaires négatifs aussi. Et en fait bah maintenant je le prends comme ça fait partie du job et je le prends comme un exercice. Oui. Et voilà, donc je sais plus pourquoi on parlait de ça, mais du coup oui, on a tiré le fil sur une question qui était en lien avec tes parents, et justement du coup je voulais revenir un petit peu là-dessus sur est-ce que depuis tu en as quand même parlé à ta maman de ce manque de considération que tu as vécu pendant que tu étais jeune, et du fait qu'elle ne t'ait jamais dit qu'elle était fière de toi? Et je lui en ai parlé. Enfin, d'ailleurs, très vite, très vite, quand j'étais ado, j'ai commencé à me rebeller. Donc, je pense à l'âge de mes 11 ans, j'ai commencé à me dire qu'il y avait un truc qui clochait. Ouais. Et donc, de mes 11 ans jusqu'à ce que je quitte la maison, c'était tous les soirs, on se criait dessus avec ma mère. Ah oui. Et donc, très vite, elle l'a quitté compris. la maison à quel âge? Quand j'avais... j'ai fait un petit interlude d'études qui n'a pas trop fonctionné. Et après, je suis revenu à la maison et j'ai quitté chez moi à 20 ans, je crois. Chez mes parents à 20 ans. D'accord. 21. Ouais, et du coup, jusque-là, surtout sur les années ado, en fait, si très vite, j'étais pas d'accord avec comment elle faisait les choses, je lui disais et tout. Mais en tant qu'adulte, j'ai essayé plusieurs fois, mais moi-même, j'étais pas mûr. Et donc, j'y allais pas forcément avec la bonne méthode. Maintenant, j'ai compris que ma mère, c'est juste un être humain qui a fait des erreurs de jeunesse. Et donc, j'ai plus tant ce besoin-là. C'est-à-dire que je sais que ça arrivera un moment, mais vu que j'ai fait la paix avec, c'est OK, tu vois. Et comme j'ai conscience que jamais je ne récupérerai ces moments-là, je les récupérerai pas. C'est une super mouche qui... Je suis désolée qu'il y ait une mouche, parce que c'est embêtant. Non, mais moi, ça m'embête pas. Tant qu'à l'écran, ça m'embête pas. Ok. Mais ouais, donc... Et donc, tu as 2 petits frères. Ouais. Est-ce que, justement, ta maman, elle est comme ça avec tes frères aussi, ou tu as vraiment l'impression qu'elle était comme ça avec toi parce que tu étais le premier enfant et... Il y a beaucoup de ça, ouais. Quand tu veux bien faire... Mais de la même manière, tu vois, en soi, l'éducation d'un enfant, on peut même la comparer au fait de... Quand toi, tu te lances dans ta carrière créative, c'est qu'au début, chaque chose que tu fais, tu es en train de déterminer si c'est bien ou pas. Et du coup, on en revient au perfectionnisme, de vouloir faire trop bien. Et du coup, en faisant trop bien, tu fais pas bien. Parce que parfois, il faut que la chose sorte. Enfin, un enfant, il grandit quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si tu fais bien ou pas bien, il va grandir dans tous les cas, avec ce que tu lui as apporté. Et donc, je pense qu'au départ, ma mère voulait très bien faire, trop bien faire, et donc a été très dure et tout. Et avec mes petits frères, elle s'est détendue parce que, de la même manière, la première vidéo que j'ai faite, j'ai passé je sais pas combien de temps à me poser les questions de est-ce qu'il faut que je fasse ça et changer 15 000 trucs. Et maintenant, je sais dans quelle direction il faut que je l'amène. Et je pense que ça, c'est l'expérience.
Et du coup, c'est cool que Non, mais c'est très bien ce que tu dis et c'est très beau parce que c'est vrai que on a tendance à rester avec des amertumes en grandissant par rapport à nos parents, en oubliant en fait que ils étaient jeunes en fait, nos parents. Enfin, tout dépend l'âge à laquelle ils nous ont eu, mais toujours est-il qu'ils nous ont potentiellement eu en premier enfant, deuxième enfant. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont appris à être parents en même temps qu'ils sont devenus parents. Donc, c'est ça. Bien sûr, tu fais des erreurs. Bien sûr que quand tu regardes derrière toi, tu te dis j'aurais peut-être pu faire autrement et peut-être mieux faire. Donc, et c'est bien d'en prendre conscience parce que moi, je fonctionne de la même façon avec mes parents. Tous les petits traumatismes plus ou moins grands qu'on a eu quand on était petit avec mon frère ou avec ma sœur, oui, moi en tout cas, j'ai ce recul-là de me dire en même temps, est-ce que je peux vraiment leur en vouloir parce qu'ils ont essayé comme ils ont pu, quoi. Et puis plus on vieillit, en plus, plus on se rend compte que mes parents, ils avaient cet âge-là quand ils m'ont eu. Et du coup, t'as ce truc où... là, maintenant... alors maintenant, je commence à être plus stable en tant que personne. Mais s'ils n'ont pas fait tout ce travail que j'ai pu faire parce que je vis dans cette époque-là aussi, peut-être qu'ils ont fait des erreurs que j'aurais faites aussi. Et donc, en fait, maintenant, je me détache davantage de ça. Ouais. Et alors, tu disais qu'à partir de tes 11 ans, tu sentais déjà que quelque chose allait pas, c'est que c'était compliqué pour toi. Tu parles de quoi? Oui, en fait, de ce côté où j'avais besoin de reconnaissance de la part de ma mère. Et tout ce que aujourd'hui je vois comme un carburant, je l'interprétais pas comme ça. Je l'interprétais comme ma mère m'écoute pas, mes parents. Enfin, je faisais plus confiance à mes parents et que je pense comme beaucoup d'ados aujourd'hui encore plus parce qu'il y a un décalage culturel aussi entre les ados et les adultes. Mais en fait, il y avait ce truc où je faisais plus confiance à mes parents. Donc en gros, si j'avais des problématiques personnelles, je pouvais pas aller les voir. Enfin, je me sentais pas en sécurité d'aller les voir. Bien sûr. Et donc je pense que c'est ça. Et c'est aussi une autre génération. Et ma mère, pareil, italienne, est un peu un stéréotype de la maman italienne dans le sens où elle va quelque part. Elle était intransigeante quand même. Voilà, ouais, je vois. Et à côté de ça, donc tu fais du sport. Absolument. Tu faisais du sport, donc t'en fais toujours, mais je veux dire à cette époque-là, donc t'as commencé par le hand, c'est ça? Ouais, j'ai fait du hand. Alors j'ai commencé par tous les stages multisports quand j'avais 6 ans. J'ai fait du roller. J'ai commencé à faire du roller aussi quand j'avais 6 ans, donc ça chez moi. J'ai fait beaucoup de ping-pong au centre de loisirs. J'allais tous les mercredis, tous les étés, donc en fait j'ai pratiqué avec les vieilles raquettes en bois donc parce que en fait, tout le monde joue avec, donc au bout d'un moment les trucs s'en vont, les trucs en plastique. Donc, voilà, à la base c'était une vraie raquette, mais voilà, j'ai fait ça. J'ai fait du tennis, j'ai fait du hand. J'ai trop kiffé le hand et j'ai dû arrêter parce que j'avais des problèmes de genoux. Donc un Osgood-Schletter, en gros mes os ont grandi trop vite par rapport à mes muscles et mes ligaments. Ah ouais. Donc ça tire sur le cartilage et ça calcifie et du coup en fait ça fragilise. Ah oui, donc d'accord. Il faut pas pratiquer à ces moments-là. Le médecin m'a dit arrêtez 6 mois et j'arrête 6 mois. J'avais encore mal, donc je me suis dit je continue d'arrêter. Et en fait ça continuait de me faire mal, donc en fait je me suis dit j'arrête jusqu'à ce que j'ai plus rien. Et il y a 5 ans qui se sont passés comme ça. Donc j'ai pas fait de sport pendant 5 ans. Ah ouais. Ensuite j'avais un ami qui voulait faire du judo. Donc je l'ai suivi au judo. C'était sympa, j'ai pas plus aimé que ça. Pas plus que ça, ouais. Pas plus que ça. Et là, j'ai un autre ami qui m'a dit je fais du foot américain. Ok. Vas-y, viens essayer. Et là, t'as quel âge à ce moment-là? J'avais 20 ans. Ok. J'avais 20 ans et je voulais faire du football américain quand j'étais en seconde, j'avais 15-16 ans. Ok. Je voulais faire du football américain parce que, comme beaucoup de gens en France, j'ai découvert ça avec Achille 21. Ok. Donc du coup, là, carrément, trop bien. Du football américain, où ça? Donc je suis allé au Castor de Paris, la nouvelle équipe, parce qu'à chaque fois, les anciens, ils me voient avec j'ai un Teddy Castor de Paris. Oui. Sauf que c'est une équipe qui est devenue les mousquetaires les Castor Sphinx, puis les mousquetaires du Plessis. Oui. Puis maintenant les Black Wolves, il me semble. Ça. Ah oui, d'accord. Donc les mousquetaires de Châtenay-Malabry. Ouais. Mousquetaires. En fait, ils étaient mousquetaires historiquement, puis ensuite ils sont passés Black Wolves et ils sont redevenus mousquetaires de Châtenay-Malabry. Ouais. Ok, très bien. Du coup, de Châtenay. Okay. Mais du coup, il y a une réédition de ça, qui est une équipe universitaire. Et c'était trop bien parce que on n'avait pas de coach.
Donc en gros, on savait pas ce qu'on faisait. On avait de la chance d'avoir le QB, il a joué aux Dockers. On a un linebacker qui a fait cadet au Molos pendant 1 an. Machin. Et tu sais, tu rapièces des trucs comme ça, mais en fait, tu sais pas plaquer. Enfin, oui, ouais, bien on sûr. était des. Mais vous vous amusiez quoi. Pendant 2 ans, on était trop nuls et c'était trop bien. Vraiment, mais il y j'en ai avait un des championnat. super souvenirs. C'était une équipe universitaire, c'est ça? Championnat universitaire. Il y avait une équipe qui roulait sur tout le monde. Ok. Les Eagles Ok. de Léonard de Vinci, je crois. Ok. Et en fait, parce que eux, ils avaient des vrais joueurs de football américain et nous, on était là, c'est n'importe quoi, mais c'était trop bien. Je sais pas ce que ça vaut aujourd'hui le championnat universitaire en foot US en France. J'imagine que ça a dû progresser davantage. Ouais, mais parce non, qu'aux États-Unis, c'est quand même limite mieux que le championnat NFL. Oui, parce que oui, à chaque fois, quand je disais ouais, je fais en universitaire, machin. Un universitaire, là, les gens ils voient le stylé. stade avec 100 000 places. Tu vois les films américains, les pom-pom girls et tout, quoi. Sur les cheerleaders, pardon, je vais pas dire les pom-pom girls. Les cheerleaders, la fanfare et tout. Enfin, tu vois tout ce truc-là. Ouais. Non, là, du coup, c'était le vieux terrain en terre dégueulasse avec le traçage de football soccer. Exactement, avec des trous dedans et machin, nos vieux casques plus homologués. Mon premier match, je l'ai fait avec un maillot dessiné à la bombe parce qu'on n'avait pas assez de maillots. Et c'était trop bien. C'était les années 80, mais dans les années 2010, tu vois. J'ai commencé en 2016 et on était dans les années 80 et c'était trop bien. Et après, petit à petit, je suis allé au Lycan, dans une équipe qui, pour le coup, c'était un club et tout, avec des coachs. J'ai coaché là-bas d'ailleurs, donc j'ai commencé à me dire je trouve que le niveau est pas assez bon, comment je peux faire pour pour moi jouer à meilleur niveau, je vais faire en sorte de monter le niveau de tout le monde en coachant, en m'intéressant à ça. J'ai passé du coup un CQP football américain, j'ai passé un DGEPS aussi football, donc en gros c'est un diplôme bac+2, juste il y a eu un problème avec tout ce qui était remise de diplôme. Enfin, en gros, j'avais pas assez d'heures de pratique en tant que coach, donc administrativement, je pouvais pas avoir le diplôme, mais j'ai fait les 2 ans, machin. D'accord. Donc, en gros, j'ai un bac+2 football américain. Donc, aujourd'hui, tu peux coacher n'importe quelle équipe. Oui. Même les Paris Musketeers. Je ne veux pas. Tu ne veux pas? Ah non, mais peut-être pas les Musketeers. Et puis, j'ai plus de pratique, ça fait un bout de temps. Non, mais là, du coup, maintenant, je fais du flag. Oui. Et je veux pas coacher. C'est un choix de ma part. Pourquoi? Parce que c'est trop de charge mentale. Oui. En fait, j'adore coacher quelqu'un moi j'adore rentrer dans le détail sur les choses. J'ai un esprit très analytique. Je me suis, à force de coacher, je me suis rendu compte il faut mettre son pied comme ça, il faut faire des trucs comme ça et tout. J'adore quand j'ai 1 ou 2 personnes qui sont archi motivées. J'ai pas besoin de gérer ta motivation, juste tu viens, je te fais des drills custom pour travailler tel ou tel déplacement, tel truc, parce que je vois que biomécaniquement tu te places comme ci, tu te places comme ça. Et j'aime bien rentrer là-dedans, tu vois. Ouais, je vois. Mais en fait, gérer une équipe, c'est trop. Ouais. Et surtout que toute cette énergie, parce que tous ces moments-là, les castors, les licans, et tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai toujours tout fait à fond. C'est-à-dire que le football américain, c'était ma vie pendant 10 ans presque. Ouais, je vois. Et j'ai toujours tout fait à fond. Et le jour où j'ai décidé que c'était plus le centre de ma vie, c'est là où j'ai réellement commencé à me trouver moi et à diriger toute cette énergie que je donnais vers moi. Parce que qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté le foot US? Il y a plusieurs raisons. Une première, c'est juste j'avais besoin de partir. C'était un épisode de ma vie qui était terminé. Et il y a un truc où effectivement, comme toi tu le sais, mais peut-être que, je pense que les gens sans doute savent, mais j'ai fait une transition de genre. Donc en gros, j'ai joué avec les garçons pendant très longtemps. Oui. Et j'ai senti que en faisant la transition, en fait, j'ai commencé à prendre des hormones qui m'ont affaibli en soi. Quand en gros, tu as ton niveau de testostérone qui baisse, tes oestrogènes qui montent, et du coup, la testostérone, c'est ce qui maintient tes muscles dans leur état d'explosivité et tout ça. Donc globalement, j'ai vachement perdu en masse musculaire. Ah oui, tiens, je savais pas que ça pouvait provoquer ça, le manque de testostérone. Ah oui, absolument. Okay. C'est pour ça d'ailleurs que tu vois le dopage au JO, des trucs comme ça. La testostérone, c'est un des éléments dopants. C'est un produit dopant. Oui. Si tu te fais prescrire de la testostérone, c'est uniquement avec certificat, machin. C'est considéré comme du dopage. Okay. Exactement. Ah ouais, très bien. Et du coup, c'est un truc où j'ai senti que sur le terrain, avant, là où je courais plus vite, un peu plus vite que tout le monde, que beaucoup en tout cas, sur les kick-offs par exemple, j'étais chasseuse, donc tout sur le côté, le but c'est d'arriver le plus vite possible au porteur du ballon. Ouais.
et ben celui qui était censé être derrière moi parce qu'il devait être plus conservateur dans sa course, il me passait devant parce que j'étais trop lente, tu vois. Waouh. Et des trucs comme ça, des appuis moins sûrs. En plus, quand tu es sur un terrain de football américain, bah, tu as des bœufs de 105 kilos qui portent la balle et qui te rentrent dedans. Oui. Avant, je manquais peut-être plus de technique, mais j'avais la constitution physique qui me permettait de prendre les contacts un peu plus sereinement. Mhm. Même si j'ai jamais... Enfin, j'aimais bien les contacts, mais bon, si j'aimais bien les contacts. Bah, généralement, quand tu fais du foot US, c'est que t'aimes bien quand même un petit peu les contacts. Ouais, non, c'est mieux. Enfin, surtout si tu restes 10 ans. Enfin, ouais, c'est combien... j'ai fait 7 ans du voilà. foot américain. Oui, c'est que t'aimais bien quand même. Oui, non, j'aimais bien ça. Et sinon, c'est que t'es un peu sad ou pas. Ouais. C'est que t'aimes bien du coup. Mais du coup, j'ai fait... Enfin, en fait, j'ai perdu un peu en constitution physique et je me suis dit, bon, bah, avec les garçons... je peux plus jouer avec les garçons. Oui, tu d'accord. vois. Et du coup, il y a un truc où bah, j'ai aussi accumulé toute une expérience qui fait que il y a un truc où je me suis senti pendant longtemps un peu entre les deux. Ouais. Où je peux pas jouer avec les mecs parce que les mecs ils sont trop ça me demande trop de constitution physique que j'ai plus. Et avec les filles, bah, j'ai accumulé une expérience qui fait que j'aurais pas envie qu'on m'attribue le fait que si je suis forte parce que je suis bonne techniquement et que je fais mal à quelqu'un, bah, je veux pas qu'on l'attribue à autre chose que ma technique. Que dire. Alors bien que sûr. bon, bah, je fais partie d'un truc où les transitions, c'est un truc qu'on a découvert il y a pas longtemps, en tout cas publiquement. Ça commence à rentrer un petit peu dans ce qui est normal et encore il y a beaucoup de gens qui je suis la première personne trans qu'ils rencontrent et du coup en fait je veux pas m'aventurer sur ce terrain-là, pas pour l'instant en tout cas. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi de faire du flag qui donne des sensations similaires et où là je peux il y a moins de contact, il y en a pas de contact. Ouais. Et je peux vraiment prendre du fun en fait et je me pose pas la question, je me dis pas est-ce que je risque de blesser quelqu'un. Et puis voilà, à terme, de toute façon, l'idée aussi, c'est de pouvoir jouer avec les filles. Moi, ce qui me manque, il me manque quelques petites étapes administratives, mais on verra bien. Ok, à suivre. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision de transitionner de genre ? C'est un truc qui a toujours été en moi, en vrai. Je me souviens quand j'avais 3 ans, c'est un de mes premiers souvenirs. J'étais dans une kermesse à l'école et mes parents m'avaient fait un petit costume de chat, donc où j'avais un petit collant avec une petite queue et un petit serre-tête avec des oreilles, et je me souviens que j'avais aimé porter un collant et que j'en avais eu honte à 3 ans. Et du coup ça montre que... Parce que tu savais déjà que c'était pas accepté dans les normes de la société. Ça montre qu'à 3 ans déjà, on a une formation des stéréotypes qui est déjà faite dans notre esprit. En tout cas, c'est comme ça que je le vois maintenant avec du recul. Et en fait, petit à petit, j'ai eu des signes un peu tout le temps, tu vois. Genre, je piquais des vêtements à ma mère. Quand j'avais 13 ans, c'est dans ces eaux-là, j'espérais... en fait, je voulais avoir le pouvoir d'arrêter le temps pour pouvoir exister en tant que femme dans l'espace public sans qu'on me regarde, tu vois. Et en fait, c'est des trucs où plus le temps avançait, plus je refoulais fort, donc plus il y avait de temps entre les moments où je ressentais il y a un truc qui cloche. Et il y a quelques années, il y a 3-4 ans, j'ai eu... en fait, c'était mon ex de l'époque qui m'a dit mais ce serait pas lié à ton genre? Moi, j'étais là en mode... C'est-à-dire, ce serait pas lié à ton genre, à parler de quoi quand en fait, le fait de porter des vêtements, il y a un moment où j'ai acheté des vêtements sur Vinted, des vêtements de meuf, tu vois, et ce serait pas lié à ton genre. Et du coup, en fait, j'ai ouvert la boîte de Pandore, j'ai compris que il y a tout ça qui existe. Et ça a expliqué beaucoup de choses de comment je me sentais. Quand tu fais une transition, tu sais pas, d'ailleurs, il n'y a pas de mode d'emploi. Tu sais pas. C'est un truc que tout le monde te dit, il n'y a que toi et toi-même qui sais. Et en fait, du coup, c'est super dur parce que tu sais pas. C'est genre, est-ce que je suis une femme ? Est-ce que je suis... parce qu'en plus, il y a toute une palette de genres que moi, je comprends pas forcément parce que... Mais genre, c'est des trucs que j'ai un peu étudiés, non-binaires, tout ça, plein de
en fait, plein de manières dont les gens se sentent. Mais justement, si tu te sens, si tu ne sais pas et que tu te sens perdu, comment tu arrives à prendre la décision de te dire, ok, je transitionne. Ça peut être dur de prendre cette décision tant que tu ne sais pas finalement réellement ce que tu es. Et dans mon cas, en tout cas, je suis allé voir un psy et il m'a aidé à comprendre une différence qui est pas forcément évidente d'ailleurs au départ, mais une fois qu'on l'a dit, elle est super simple. C'est la différence entre honte et culpabilité. C'est que d'un côté, la culpabilité, c'est un rappel à tes propres valeurs. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose qui n'est pas en accord avec tes valeurs, tu culpabilises. Si demain, t'écrases un chat alors que t'es à vélo, c'est pas cool. Tu sais que c'est pas cool, tu vas culpabiliser. Indépendamment de si quelqu'un l'a vu ou pas. La honte, c'est un sentiment qui t'est apposé. C'est on doit pas faire comme ça, c'est pas normal, mais c'est dans le regard des autres que la honte existe. Ok, je vois. Et donc il m'a aidé à faire la différence entre ces deux trucs-là et j'ai compris, ok, qu'est-ce qui m'empêche là, c'est la honte. Et du coup, à ce moment-là, j'ai compris, ok, d'accord. Donc ce sentiment depuis toujours de j'ai envie d'être une meuf, en fait, je suis une meuf. Juste maintenant, comment on fait ? Et après, moi, je suis une sacrée bourrine, donc en fait, une fois que j'ai décidé, en gros, j'ai réfléchi pendant très, 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 très longtemps. Une fois que je sais. Et là, plein de procédures administratives, ça prend du temps. J'ai tout bourriné, ça prend quand même du temps. Et puis voilà, et en fait, j'ai compris. Et c'était la meilleure décision de ma vie, de loin. Et donc justement, tu disais que tu étais en couple avec une femme à ce moment-là. Et comment elle l'a vécu, enfin comment votre relation a évolué? Est-ce que ça a été accepté dans votre histoire, dans votre couple, ou c'était une difficulté? Elle m'a beaucoup soutenu. Après, du coup, elle aimait pas les filles. Donc en fait, petit à petit, je devenais quelqu'un qu'elle n'aimait plus. Mais elle m'a soutenu de fou. Enfin, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance sur cet aspect-là, parce que je sais qu'il y a des personnes qui, du jour au lendemain, se font jeter comme ça. Ouais. Et c'est dur à vivre. Et les deux points de vue s'entendent. C'est-à-dire que c'est dur si la personne de qui t'es tombée amoureuse, si elle change drastiquement. Mais comme avec n'importe quel autre aspect, tu vois, si demain, tu décides de complètement changer, tu te rases le crâne à moitié, ça se trouve, ça correspondra pas, parce que c'est pas comme ça que la personne t'a connu, et c'est pas comme ça que la personne est tombée amoureuse de toi. C'est ça, et c'est peut-être drastique comme changement. Si c'était plus lent, peut-être que ça prendrait plus de... Ouais, bien sûr. Mais elle m'a soutenu, et ça a été dur pour elle, c'était très dur pour elle, et je la remercie vraiment d'avoir autant tanké pour moi. Et maintenant, on est en bons termes, on s'envoie un message de temps en temps, et voilà. Et en fait, je pense que c'est une super manière de gérer les choses, et j'en suis très reconnaissante. Bien sûr. Et dans le milieu du sport, donc notamment masculin, notamment le football américain, donc tu pratiquais encore et tu étais aussi en même temps en transition. Comment ça se passait? Est-ce que tu as eu des regards? Est-ce qu'ils étaient au courant dans ton équipe? Enfin, comment tu as géré cette partie-là? Parce que... c'est une très bonne question. C'était un moment très dur de ma vie. Ah, j'imagine. Parce qu'en fait... tu vois, si t'es gay, lesbienne, un truc que tu peux cacher, tu peux le cacher. C'est-à-dire que tu peux le cacher par ton comportement. Quand tu fais une transition, tu peux pas cacher ton visage, tu peux pas cacher ton corps, tu es là. Oui. Et donc, et en plus, tu as conscience que ce que moi je ressens, ça ne matche pas ce que les gens voient et ce que moi je vois dans le miroir. Donc je me dégoûte, je suis là. Enfin, en tout cas, moi, c'était comme ça que je le vivais. Je me dégoûte, je ne veux pas être comme ça, mais en même temps, ça va prendre du temps, je le sais. C'est dur. Et du coup, je vivais une double vie pendant un temps. Où d'un côté, je savais que je transitionnais, et du coup, là, c'est Léna. Et donc, j'en ai parlé à mes amis proches. Et ensuite, publiquement, j'existais avec mon ancienne identité. Tant que ça ne se voyait pas physiquement, tu pouvais cohabiter avec tes deux identités. Et en vrai, quand tu regardais, on s'en doutait, parce que j'ai changé drastiquement. C'est-à-dire que j'ai tout rasé et tout, machin, complètement changé. Et donc, je pense qu'on s'en doutait. C'est juste que je me sentais... j'avais trop peur d'être rejeté, donc je vivais cette double vie. Et le jour où j'ai pu enfin ne plus avoir cette double vie, c'était un soulagement... incroyable. Même là, je me sens soulagé. J'étais en train de... Pendant que je racontais ça, une tension, parce que aussi, ça me créait... ça m'a créé une anxiété sociale que j'avais pas avant. C'est-à-dire que j'avais pas peur des gens, forcément. J'ai toujours été un peu timide, mais ça va.
Mais surtout, là, quand j'avais conscience que ce qui est à l'extérieur ce que mon corps dit, c'est pas la même chose que ce que moi je veux que ça dise, je passais peut-être 30-45 minutes avant de sortir, faire quoi que ce soit, genre faire des courses. Je tournais en rond dans mon appart, je rangeais un truc, un machin et tout, parce que je repoussais le moment de sortir. T'avais peur du regard des autres, de croiser du monde. Trop peur du regard des autres, sachant que quand t'es... Au-delà d'être trans, en fait, quand t'es différent, les gens, ils te regardent. Mais ils te regardent. Vraiment, t'as ce truc où t'as le double regard, tu sais, le truc comme ça. Oui, je vois. Tu vois. Les enfants aussi. Les enfants, ça va. Ça se voyait les moins ados pour les plus. Ouais. C'est des trucs où en fait tu commences à, tu t'habitues, mais c'est en fait quand toi t'as pas confiance en toi, ou surtout quand t'as pas d'estime de toi, c'est dur. Ouais, Parce que ça te j'imagine. confirme que le monde externe ne me voit pas comme je voudrais être vu. Et du coup, ça, c'est un truc... En fait, c'est tellement dur que ça redéfinit tout ce que tu es et qui tu es. Et ce que j'adore avec ça, c'est que, tu vois, dans mon expérience, c'est l'un des moments... Je le changerais pour rien au monde. C'est-à-dire que c'était dur, c'était peut-être l'un des moments les plus durs de ma vie. Mais ça m'a forgé de fou et ça m'a montré que je pouvais perdre tout ce qui avait de l'importance pour moi et tout allait bien. Tu vois, tant que je suis en bonne santé, tout va bien. Et en fait, ce besoin de prouver que j'avais déjà avec ma mère, multiplié par 8000. C'est-à-dire que là, d'un coup, je suis dans un milieu avec que des mecs. Je pense qu'ils vont me rejeter si je leur dis ok, maintenant c'est Léna. Et du coup, ce que je me suis dit aussi, c'est vas-y, je vais être tellement forte dans ce que je fais que personne pourra choisir de me rejeter pour mon physique ou pour qui je suis. Ils seront obligés de respecter la presta. Tu vois. Ils seront obligés de... Ah, c'est bon, t'as pris... En fait, il y a une dissonance cognitive. T'as pris une baffe ou c'est Léna, pas Léna, qu'est-ce que... Non. T'as pris une baffe, tu respectes le travail. Et au bout d'un moment, en faisant ça, il y a une espèce d'inertie qui se crée où si une personne dans un groupe t'accepte, la personne à côté t'accepte, etc. Et en fait, au bout d'un moment, tout le monde est plus ou moins conquis. Parce que tu as vécu des rejets, alors je vais parler surtout au niveau de tes proches, que ce soit tes coéquipiers, ceux peut-être avec lesquels tu traînais le plus, etc. Enfin, tes coéquipiers, vu que tu faisais du sport, du foot US, et où au niveau de ta famille, est-ce que tu as vécu des rejets par rapport à cette décision ? Il y a eu globalement, tout le monde a été très, très positif. Ça, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a eu quelques petits cas de figure où c'était moins cool. Comme mais notamment, en fait, mes parents, quand ils ont appris ça, quand je leur ai dit que je transitionnais, eux ont décidé de ne plus me parler. Ah oui. Et du coup, c'est un truc pareil au début, sachant que tout arrive en même temps. La séparation avec mon ex, plus le fait que physiquement je ne corresponds pas à ce que je veux, plus j'ai mes parents qui me parlent plus, plus la peur d'être rejeté par tous les gens autour de moi. Il y a un truc où il y a une accumulation où c'est vraiment, vraiment dur à ce moment-là. Et là, mes parents veulent toujours pas me parler d'ailleurs, mais pareil, comme ce que je disais, je fais confiance au temps et maintenant je suis droite dans mes bottes, je sais qui je suis, je sais pourquoi je l'ai fait et c'était vraiment et malgré tout ce que je t'ai raconté là, en fait, c'était la meilleure décision de ma vie. Oui. Je me suis trouvé comme... moi, j'ai eu besoin de ça. Il y a plein de gens qui ont besoin d'autres choses, tu vois, mais il y a plein de gens, ça va être en trouvant un sport, ils vont se trouver. Ils vont se dire, ah ouais, moi, l'escalade, c'est mon truc. Bien sûr. Et en fait, c'est trop important d'avoir ces trucs-là. Et alors, qu'est-ce qui t'a... Parce qu'effectivement, l'accumulation de toutes ces choses, ça doit être vraiment très, très dur à vivre. Déjà, quand tu vis que une seule partie de ces choses, ça doit être déjà très, très dur et tu dois être au fond du trou. Mais là, tout ça accumulé, qu'est-ce qui t'a permis de tenir et de surmonter tout ça ? Comment tu t'es accroché ? Je pense il y a une vraie confiance en l'avenir. Une confiance que, ok, je vois que ça, c'est possible, donc ça, c'est possible pour moi. Quand j'ai vu des meufs trans qui jouaient au football américain, ok, je peux le faire. J'ai vu des meufs trans qui faisaient de la musique, ok, je peux le faire. Et en fait, c'est avec des modèles, comme Très on bien. les a tous, tu vois. Et en fait, les représentations sont trop importantes.
Et C'est ça qui t'a un petit peu permis de pas sombrer complètement. oui, bah, je pense que j'étais à un stade de ma vie où j'aurais pas sombré. D'accord. C'est-à-dire que en grandissant, je pense que enfin, toutes les personnes que j'ai entendu parler de dépression, je me retrouve vachement là-dedans. Donc en grandissant enfin, surtout mon adolescence, toute mon adolescence jusqu'au début de ma vingtaine, je pense que j'avais un peu tendance à être dépressive. C'est pas cliniquement prouvé, enfin, de mon côté en tout cas, mais c'est plus Quand tu ce truc regardes un où petit peu. la vie n'a pas de goût, n'a pas de sens, sauf dans certains petits moments d'euphorie. Et en fait, le reste du temps, dès que je me retrouve seul, je me sens vide, tout est gris. Et en fait, en faisant ma transition, j'étais sorti de ça déjà. Donc je pense que je savais que ça irait. Mais parce qu'aussi, j'avais une porte de sortie. C'est-à-dire qui était je peux changer. Si d'un coup je me rendais compte, putain, je suis une meuf et en fait je suis obligé de rester dans un corps qui me plaît pas, là je pense que ça aurait peut-être été différent. Ça aurait été beaucoup plus dur, bien sûr. Ah ouais. Et tu vois, un des trucs souvent on dit, ouais, c'est un effet de mode, je sais pas quoi, enfin, on me l'a dit. Tu vois. En fait, si tu savais à quel point c'est dur, tu dirais pas que c'est un effet de mode parce que c'est dur, il faut être résilient, et encore. Oui, et c'est encore, pas juste tu prends une décision et le lendemain Non. t'as transitionné de genre. Quoi. Exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit une transition et pas une transformation, parce que ça prend du temps. Ouais. Ça prend des années et des années. Et d'ailleurs, une transition complète, c'est une transition où toi, tu te sens bien au final. Tu vois, c'est quand est-ce que je me dis, j'ai plus besoin de changer. Oui, bien sûr. Ok. Voilà. Et du coup, tu dis que donc, ça a été la meilleure décision de ta vie. Donc, ça t'a changé la vie. En quoi tu retrouves ce sentiment ? En fait, je le vois dans la manière dont je vois le monde aujourd'hui. Ça m'a donné la valeur de tout, des relations que je peux avoir. Je peux maintenant construire des relations qui sont saines et qui sont basées sur vraiment qui je suis vraiment. Parce qu'avant, ne sachant pas qui j'étais, j'avais tendance à être trop... faire partie de ces gens qui sont people pleasing, donc qui vont aller dans ton sens tout le temps et qui vont... Mais pour pas t'offusquer, du coup, au final, la relation, elle est déséquilibrée. Ouais. Et j'ai même fait ça après ma transition. C'est juste qu'à un moment, je me suis rendu compte, c'est bon, stop, maintenant, je sais qui je suis. Et je me rends compte que ouais, ça m'a donné une résilience. Tu sais, un peu comme ces gens qui vont faire des choses extrêmes, genre des ultramarathons, des trucs comme ça, c'est facile pour eux après de courir juste un marathon normal, c'est facile pour eux de le courir, tu vois. C'est peut-être douloureux et dur comme les autres, mais en fait, ils le font et c'est bon, c'est un quart de ce que je fais. Oui. Et c'est un peu la même chose que je ressens, c'est-à-dire que j'ai passé des moments très durs et du coup, tous les autres moments en comparaison, même les moments durs, sont moins durs. Je comprends. Et tu disais aussi que tu t'es dit que tu allais tout faire pour être la meilleure dans ton domaine. Ouais. De manière à ce que personne n'ait à te reprocher ou te juger pour qui tu es, mais juste de voir ton travail et qu'il n'y ait rien d'autre à dire, à penser ou à juger. En quoi est-ce que tu penses que c'est beaucoup en lien avec la qualité de ton travail aujourd'hui qui n'est plus approuvé. Vraiment, je précise, allez voir le travail de Léna, mais vraiment, vous allez tomber par terre parce que c'est incroyable ton travail, je te le redis encore. Merci. Et donc, est-ce que tu penses que ça a un lien, tout ça ? Du coup, un lien avec quoi ? J'ai pas suivi le... Le fait que tu as tout fait pour être la meilleure et aujourd'hui, tu excelles dans ton domaine. Est-ce que tu penses que... justement, ta transition de genre et tout ce que tu as mis, tout ce que tu as nourri à côté de ça, de te dire ok, je vais tout faire pour être la meilleure, pour qu'on ne voit pas pour qu'on ne me juge pas pour qui je suis ou pour autre chose que pour mon travail. Est-ce que tu penses que ça t'a apporté les compétences, tout ce qui t'a amené à cette qualité de travail et donc d'être aujourd'hui reconnu pour ton travail? Je pense que en fait, la chose la plus importante quand tu veux arriver quelque part, enfin en tout cas, pour arriver à un certain niveau, le plus important, c'est ta motivation. Ta motivation, elle peut venir de plusieurs éléments. La première chose, moi, par rapport à mon travail, c'est même pas d'ailleurs ce sentiment de « il faut que je prouve ». Le premier truc, c'est « j'aime faire ça ». Ça, c'est la première chose. Et c'est juste que dans les moments difficiles, dans les moments où je doute peut-être,
Là, j'ai ce sentiment de non, mais il faut que je sois la meilleure. Et je pense que c'est inconscient. C'est-à-dire que là, je l'explique de manière rationnelle, mais tout ça, au moment où ça a lieu, c'est inconscient. Bien sûr. Et du coup, maintenant, j'ai toujours ce sentiment de si quelqu'un a quelque chose de. Enfin, si quelqu'un est meilleur que moi dans un domaine dans lequel je suis, ok, qu'est-ce que tu fais de mieux que moi? Je vais étudier, je vais voir comment ça marche. Et j'essaie maintenant de cultiver, de faire en sorte d'avoir aucun point faible. Donc en gros, j'ai démarré avec, vas-y, je vais cadrer, je vais faire de la photo, puis après je vais faire de la vidéo, puis après, du coup, ça veut dire qu'il y a du montage, je vais m'améliorer en montage, l'étalonnage, le sound design, etc. Et en fait, dans toutes les étapes du process, maintenant, je pense que j'ai un niveau qui est assez bon dans toutes les étapes du process, ce qui d'ailleurs me permet d'avoir ma patte artistique à moi. Oui. Parce que je maîtrise toutes les étapes de A à Z. Et c'est quoi qui t'a apporté tout ça? Enfin, je veux dire, t'as quand même, comme tu dis, ta patte à toi, ta sensibilité à toi aussi. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'émotions dans ce que tu produis comme contenu sportif. Donc, moi, j'aime beaucoup ton travail pour ça, parce que en fait, j'ai l'impression de voir un film de cinéma américain, de foot US ou de, tu vois, c'est très cinématographique ce que tu fais. C'est beau en fait en termes de musique, Merci. de lumière, de couleurs. Et est-ce que tu as des inspirations? Enfin, qu'est-ce qui t'apporte cette sensibilité? Tu penses que ça vient d'où? Ok, c'est une très bonne question. Et en fait, ça rejoint un peu le fait qu'on a tous des super pouvoirs différents, et juste que moi, j'ai réussi à capitaliser sur les miens. Un de mes super pouvoirs, typiquement, c'est que j'ai été élevé par un père américain en France. Et du coup, avec un peu de culture italienne, mais ça, c'est assez secondaire là-dedans, dans tout ça. Mais en gros, j'ai une culture américaine des films et de plein de choses. Donc, on ressent un côté très américain dans ce que je fais. Mais il y a une finesse à la française où je vais aller chercher la justesse. C'est pas juste, c'est grandiloquent pour être grandiloquent. C'est grandiloquent quand il faut, mais c'est juste. Et de la même manière, il y a un côté très... tu vois, j'ai été beaucoup dans des milieux très masculins. Et du coup, avec ce côté, pareil, grandiose, grandiloquent, mais une finesse peut-être un peu plus féminine dans certains aspects aussi. Et donc, en mélangeant ces aspects-là, ça donne mon style. Et je pense qu'au final, il n'y a que moi qui suis capable de faire ça, parce que j'ai ces deux niveaux de lecture, là. Bien sûr. Et en fait, je pense qu'on a tous des super pouvoirs. On a tous, en fait, ce que j'appelle des avantages injustes. Intéressant. Un avantage injuste, c'est un avantage que tu as qui n'est pas réplicable facilement par quelqu'un d'autre. Par exemple, je parle anglais, donc j'ai accès à des tutos en anglais, chose que beaucoup de francophones n'ont pas, en fait, ils n'ont pas accès à ça. Donc j'ai accès à de la connaissance qui est plus étendue que juste des francophones. Complètement. Et du coup, c'est un avantage injuste. Ça me donne accès à des trucs, et je tire aussi une partie de mon inspiration de contenu que les Français ne peuvent pas forcément comprendre. En tout cas, ceux qui ont un niveau d'anglais qui n'est pas très bon. Oui. D'autres avantages injustes, j'ai une condition physique et athlétique assez correcte, et du coup, je peux cadrer en courant tout en étant stable. J'ai fait du football américain. Autre avantage injuste, j'ai un super bon footwork. Donc en fait, il faut après, ça, par contre, je ne sais pas si c'est vraiment injuste, parce que tu as travaillé pour... Non, mais en fait, je dis injuste dans le sens où si là, tout de suite, tu voulais essayer de répliquer la même chose, ça te demanderait des années de travail. Et tu en as d'autres où, typiquement, un avantage injuste de certains, ça va être leur oncle et bosse dans le cinéma. C'est un avantage injuste. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, moi, si je veux que mon oncle il bosse dans le cinéma, non, ça marche pas. Et du coup, en fait, on a tous des trucs comme ça. Ouais. Mais vraiment tout le monde. Et d'ailleurs, certains trucs qui peuvent paraître négatifs, peut-être que l'histoire que tu en tires, ça te donne un avantage. Par exemple, moi, ma transition, ou même le fait d'être une meuf dans un milieu surtout masculin, tu vois, même la vidéo et la photo, c'est très masculin comme milieu, ça me donne un avantage injuste. Parce qu'on me reconnaît beaucoup plus facilement. Oui. Et donc, j'ai étudié ces trucs-là et j'ai fait en sorte de, vas-y, je capitalise dessus. C'est magnifique. Bravo. Pour très belle analyse. Merci. Et c'est quoi la suite là pour Léna? La suite, dans ce que je fais, j'ai réalisé récemment que je pouvais apporter de la valeur aux gens
que je pouvais vraiment aider les gens à s'améliorer, à être meilleurs. J'ai compris récemment que j'étais forte dans ce que je faisais aussi, accessoirement, et que Pas trop les tôt. gens voulaient s'inspirer de ça et apprendre à faire comme moi. Ouais. Donc ça, la suite, c'est que je continue à former les gens et par les tutos sur Insta, TikTok, tout ça. J'ai tourné mon premier tuto YouTube. C'est sorti? C'est pas encore sorti, Ok. il est en montage. Ouais. Je vais avoir un arc, je vais avoir une chaîne YouTube sur laquelle je vais faire des trucs, donc restez branchés. Ça arrive. Et donc, je vais peut-être rentrer plus dans les détails, dans mes timelines et les trucs comme ça. Enfin, en gros, vraiment donner aux gens ce qu'ils recherchent. Tu vois, Je pense que pour ça qu'ils va être s'améliorent. vraiment très, très attendu. Pour qu'ils s'améliorent, et Mm. que je puisse partager au maximum ce que moi j'ai appris. Mhm. Sur mes réseaux aussi, sur Insta, là, je prends un arc un peu plus storytelling aussi. Mhm. Où je me suis lancé le défi, par exemple, d'atteindre 100 000 abonnés Oui, j'ai vu ça. avant août 2026. Mais plus de manière arbitraire, en vrai, si j'arrive pas, j'arrive pas. Si j'arrive plus vite, j'arrive. Mais c'est bien de se fixer des objectifs comme ça. Et d'ailleurs, dans les commentaires de ça, j'ai dit aux gens, faites vos pronostics. Et celui qui a la bonne date, je lui offre un truc Une vidéo? super bien. Je dis pas ce que ça va être. Je vais aller mettre une Voilà. date tout de suite. Mais faites vos pronostics sur les dates. En vrai, en fait, je serais curieuse de voir s'il y en a un d'entre vous qui trouve et qui a la bonne date. Ça se trouve, vous êtes médium, vous ne le savez pas. Hein. Ah ouais, qui sait? Et donc, je vais continuer comme ça en fait, à faire ce que j'aime. Et maintenant, en fait, de plus en plus, comme je suis arrivé à un stade où on me paye pour que je fasse ce que j'aime, je vais pouvoir partager avec les autres qui voudraient faire la même chose comment moi j'ai fait pour y arriver. En sachant que c'est pas du tout la seule manière ou la bonne manière d'y arriver. Ça se trouve, la porte est même déjà fermée, j'en sais rien. Mais si vous pouvez tirer... si de ce que je fais, vous pouvez tirer rien qu'un seul truc qui vous motive, qui vous aide à avancer, j'ai envie de faire ça. Mais ça, c'est très beau et c'est pas français de faire ça. Ah ouais? Dans le sens où on a souvent la conversation avec Kevin, c'est que je trouve que c'est très américain. C'est-à-dire que aux États-Unis, quand tu réussis dans un domaine, t'as pas de mal à transmettre comment t'as fait pour y arriver, tu vois. En France, c'est un peu plus sur la réserve quand même. Il y a beaucoup moins de partage. Oui, tu secret vois. de fabrication, tout Ouais, ça. secret de fabrication. Non, je donne pas mes secrets. Je donne pas. Je veux pas que un autre arrive au même niveau que moi. Donc je ne donne pas tout. Je donne un petit peu, tu vois. Et Ça me faisait ça au début, tu vois. Ouais. La vidéo, par exemple, avec Jason Aguemon. Oui. Avec une animation. Jason Aguemon, qui est un athlète retraité de foot US qui jouait aux Exactement. Paris Musketeers, entre autres. Exactement. Et j'avais fait une vidéo avec lui qui a super bien marché. Oui. En tout cas, à mon échelle, ça avait super bien marché. Le monde entier du football américain français l'avait vu. Mhm. Donc, le monde entier du football américain, c'est peut-être un peu... Oui, j'ai compris. Voilà. Et en fait, je me suis dit, je vais pas partager la technologie qui m'a permis d'utiliser ce truc-là. Alors qu'en vrai, en y repensant, même si j'avais partagé, en fait, ce qui fait cette vidéo, c'est moi. Oui. C'est tout ce que moi j'y apporte. Complètement. Donc même si, en gros, pour contextualiser, il y a des animations qui apparaissent à certains moments qui font manga. Et en fait, moi, ça a été cette vidéo, j'ai passé peut-être 50 heures à expérimenter avec ces animations. Et du coup, en fait, ce travail-là, si tu fais pas ce travail-là et que tu le fais pas avec la finesse que j'ai pu le faire, tu Bien sûr. n'auras pas le même résultat. Oui. Entre savoir comment on fait et réussir à le faire, il y a un monde. Exactement. Et ça, souvent, on ne le sait pas à moins d'essayer, quoi. Mais- C'est ça. Et Et c'est du là coup, qu'on se rend compte. c'est pour ça que j'ai envie maintenant de donner tout ce que je sais faire, je te le donne. Parce qu'en fait, même si tu essaies de me copier, t'as pas le même bagage technique que moi, donc tu feras pas la même chose. Et pour moi, il y a ce truc où si t'es destiné à être bon, sois bon. Et Oui. je suis pas en compétition avec toi. Ouais, complètement. Et justement, une de mes ambitions, c'est de faire monter le niveau global de la vidéo, de la photo en France, que les gens soient meilleurs. Que si demain, tu as besoin d'un vidéaste compétent, tu as un vidéaste compétent qui est pas trop loin de chez toi. Et en fait, en faisant ça, je pense que ça permet d'aller plus loin. C'est-à-dire que si on est constructif dans ce qu'on fait, on peut vraiment aller chercher plus loin. On peut typiquement faire les prods hollywoodiennes à la française, comme comment il s'appelle, Le Comte de Monte Cristo. Ça m'a fait plaisir de voir un truc comme ça. Tu vois. Bien sûr. Ouais. Et ça, ce sera C'était beau, possible c'était que clair. si on élève le niveau de tout le monde. Ouais, complètement. Et puis au-delà de ça, et c'est ce que tu fais toi, du coup, à travers ton travail, même si c'est pas l'objectif principal peut-être, c'est que tu mets en lumière des sports de l'ombre,
En tout cas, pour ce qui concerne les sports, comme le foot US. J'espère que tu iras dans le hockey sur glace, dans le baseball plus tard. Voilà. Mais ensuite, le basket, il y a déjà pas mal de contenu. Mais pareil, avec ta patte, ce sera toujours différent. Mais en fait, ce côté cinématographique qui rend sexy un sport, et tu te dis waouh, ça le rend hype aussi, tu vois. Et forcément, ça peut que attirer de plus en plus de jeunes qui pourront peut-être demain être licenciés en foot US ou autre, et donc faire grandir ces sports-là. Qui manquent de visibilité, qui manquent de financement et de plein de choses. Donc en fait, et qui manquent d'histoire aussi. C'est-à-dire que souvent, on y pose une étiquette, mais on ne sait pas ce que ça représente. Alors que quand tu vas chercher les gens par une histoire, ils vont avoir envie de voir comment eux s'inscrivent dans cette histoire. Oui, tu arrives mieux aussi à t'identifier. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que on s'attache à un sport ou à une activité ou à quelque chose, à un produit aussi. C'est parce que ce produit ou ce sport raconte une histoire qui nous touche et dans laquelle on s'identifie complètement. Absolument. Et c'est ce que tu arrives à faire. Donc vraiment, encore une fois, bravo. Merci. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Plein de la santé surtout en vrai. La santé et surtout la santé. Parce que si je passe par des moments difficiles, tant que je suis en bonne santé, en fait, ça va aller bien et j'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance. Je suis sorti de tous les moments de survie et donc en vrai, souhaitez-moi de la santé et de pouvoir en vrai. J'ai vraiment envie de rendre. Pas juste rendre ce qu'on m'a donné, mais me rendre compte que j'ai un truc que les gens veulent comprendre et donc je vais essayer de faire en sorte qu'ils comprennent au mieux. Et ça se trouve, cet arc va pas durer très longtemps. Ça se trouve, après, je vais faire autre chose. Mais j'ai envie de faire les choses à fond, au mieux. Je pense que on peut te retrouver dans plein d'autres choses, à mon avis, voyant ta personnalité. Oui, effectivement, je fais de la musique aussi. Donc, oui, c'est ça. Ouais, tu peux en parler? Oui, carrément. J'ai un groupe de métal, où ça fait pas mal de temps qu'on bosse. Et toi, tu joues quoi? De la guitare? Moi, je fais de la guitare, exactement. Okay. Donc, et on va faire notre premier concert le 15 octobre. Donc, voilà. Alors, le métal, j'avoue que moi, je suis pas friande, mais parce que c'est toi, j'irais bien, bien voir. Avec plaisir. Tu vois? Avec plaisir. Et c'est où? C'est à Châtelet, en plus, c'est dans Paris au club, c'est une petite salle. Ok. Et ça se trouve, l'épisode sortira après le concert. Ou avant. Si c'est le 15 octobre, ça sortira avant. Ok. Je pense. Ok, d'accord. Mais du coup, je fais ça. J'aime bien faire des projets. Et je suis en train de vraiment me rendre compte que là où avant, j'avais besoin de m'exprimer et artistiquement d'être... que ce soit moi, je pense avoir atteint un stade où je veux pouvoir faire en sorte que ce soit pas juste moi, que ce soit, vas-y, viens, on fait profiter d'autres personnes. Complètement. Et d'ailleurs, tu t'es pas lancé un challenge par rapport à ça? C'est quoi comme challenge? Sur la musique, non? C'était quoi déjà? Non, je sais pas. Alors, peut-être que je me trompe et que j'avais mal noté. En fait, comme dans tout ce que je fais, devenir, Oui, non, en fait, d'ici 5 ans, devenir un groupe référence en France. Après, ça, pour le coup, c'est pas forcément le... Si tu me connais pas, tu connais pas la musique que je fais, tu te dis, c'est qui celle-là, qu'est-ce qu'elle raconte, pour qui elle se prend. Mais oui, l'idée, c'est de faire les choses bien. Enfin, comme à chaque fois, c'est on étudie ce qui se fait, ce qui marche. Et on fait en sorte de faire les choses bien. Un truc que j'ai compris, c'est que d'un côté, il y a mon art et ce que j'exprime, ce que moi j'exprime, et comment je fais pour que les gens en aient quelque chose à faire de mon art. Mon art, je vais pas le changer, mais je peux changer la manière dont je le présente aux gens pour qu'eux en aient quelque chose à faire. Et du coup, en fait, ça, il y a plein de manières différentes de le faire. Et l'un des enjeux de tous les artistes pour pouvoir vivre de ce qu'ils font, c'est ça. Au final, c'est réussir à être eux-mêmes, à rester authentiques et faire en sorte que les gens s'intéressent aussi à ce qu'eux veulent faire. Et donc, c'est pour ça que je pense commencer à comprendre comment fonctionnent certaines choses et que c'est une compétence qui peut s'appliquer dans plein de domaines différents, dont la musique. On va terminer sur ces magnifiques mots. Merci beaucoup, Léna. Merci à toi. Ton partage d'expérience et de ton parcours de vie qui est très, très inspirant. Et j'espère que ça pourra aider beaucoup de personnes qui regarderont cet épisode. J'espère aussi. J'ai l'impression qu'on a couvert
un millième des choses qu'on pourrait couvrir. Bah oui, mais c'est pas grave, on fera un épisode 2. Avec plaisir. Et oui, pourquoi pas. Bah, merci beaucoup, Léna. Merci à toi, Gaël. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à liker, à partager. Ça permettra de participer au fait que Mask Off se développe davantage. Vous pouvez aussi nous aider, m'aider avec un petit financement, un don sur Tipeee. Donc, je vous mets toutes les informations dans la bio ou sur la description YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, bien sûr. Watching fiends bugging, kicking up dust with the older G's, soaking up the game that was told to me. I ain't never touched a gap that I couldn't shoot. I learned not to trust a bitch from the prostitutes. Taught lessons, a young nigga asking questions while other suckers was guessing I was gangster sexing. Elementary wasn't meant for me.